Donc, vous allez voir que parmi ces virus des fièvres hémorragiques virales, il y a certaines qui sont des arboviroses. Donc, il y a certaines qui sont des arboviroses, c'est-à-dire qui sont transmis par des vecteurs qui peuvent être des moustiques, des tiques ou des phlébotomes. Donc, les objectifs du cours, c'est de pouvoir citer les principaux virus responsables de fièvre hémorragique qui circulent ici en Afrique, de décrire la structure de ces virus. Bon, ça, je ne vais pas vous le demander, ça fait trop ça fait trop virologique. Mais vous devez être capable de citer les réservoirs de ces virus, de connaître les voies de transmission de ces virus et d'être capable de citer les méthodes qui permettent de faire le diagnostic virologique de ces virus. Donc, en grand 1, on verra les caractères communs pour ces virus responsables de fièvres hémorragiques. On verra le virus Ebola, le virus Lassa, et avant de conclure. Donc, les caractères communs à ces virus qui entraînent des fièvres hémorragiques. On parle de virus de fièvre hémorragique lorsque c'est un virus qui provoque un syndrome infectieux sévère associé à un syndrome hémorragique dans le contexte d'une épidémie. Les principales familles, ce sont la famille des filoviridés, à savoir le virus Ebola comme espèce principale, Flaviviridés, le virus Lassa, Togaviridés, le virus Junin, Arenaviridés, le virus Marburg, et Bugnaviridés, le virus Machupo. En général, ce sont des virus à ARN positif pour les Flaviviridés et Togaviridés, ARN négatif pour les Arenaviridés, Bugnaviridés et Filoviridés. Et les marqueurs viraux, c'est soit les antigènes, donc les génomes viraux, protéines de capside ou protéines des spicules, donc c'est ça qui va permettre le diagnostic direct, ou bien on fait le diagnostic direct en détectant les anticorps et principalement ici les IgM. Les réservoirs de virus. Pour le virus Lassa, Junin et Machupo, ce sont les rongeurs. Et pour le virus Ebola et Marburg, c'est la chauve-souris. Et pour le virus du Congo-Crimée, malheureusement, le réservoir est inconnu. Ces virus peuvent être transmis par contamination directe interhumaine, par voie génitale, cutanéo-muqueuse, respiratoire et sanguine, donc contact direct avec du sang contaminé lorsqu'il y a une effraction cutanée ou bien lors de transfusion de produits sanguins. La contamination indirecte aussi est possible, c'est comme pour le coronavirus, lors des rites funéraires, lors de la manipulation d'objets ou d'instruments qui ont été souillés ou de linge qui ont été souillés. Les principales espèces africaines, c'est le virus Ebola, le virus Lassa et le virus Marburg. Donc, vous voyez, le virus Lassa, en 2011, a été responsable d'épidémies ici au Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire. Là, je ne sais pas trop c'est quel pays, est-ce pas le Centrafrique. Pour Ebola, même chose. Ici, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, ou Bénin. Bon, je ne sais plus trop. Et ici, en Afrique centrale. Et là, c'est plus vers la zone du Sonde, en tendant vers le sud de l'Afrique. Donc, pour les principaux tableaux cliniques, pour les formes bénignes, heureusement, dans 90% des cas, ce sont des formes qui sont immunisantes. Donc, ce sont des tableaux cliniques qui sont frustres, à savoir une fièvre constante, un syndrome grippal avec céphalée, myalgie, arthralgie. Parfois, on peut avoir une éruption cutanéo-muqueuse, des ulcérations digitales, comme vous le voyez sur l'image. Et en général, la guérison est spontanée et ça entraîne une immunisation chez la personne parce qu'elle va sécréter des anticorps contre ce virus. Par contre, ça peut évoluer vers des formes graves et c'est ce qui fait le nom même de virus de fièvre hémorragique. Donc, au devant du tableau, on va avoir une forte fièvre avec un ictère, un syndrome hémorragique. Voilà, tout ce qui est rectorragie, diarrhée, hémorragique, pétéchie, purpura, échymose. Voilà, et ça peut même aller faire un tableau de choc de septicémie sévère avec choc septique et une atteinte multiviscérale, voire, en tout cas, dans les formes graves, il y a 90% de mortalité. Donc, les équipements de protection sur le terrain, c'est 2 paires de gants, des bottes en caoutchouc, un masque à pression positive et des blouses qui sont jetables.
Donc, c'est les combinaisons comme pour le coronavirus. Et c'est des laboratoires de type 4 avec des postes de haute sécurité où toutes les mesures sont prises pour éviter qu'il y ait une contamination des employés et du personnel médical, des biologistes. Donc, pour les collecteurs d'échantillons, donc c'est vraiment des mesures sévères qu'on prend pour éviter toute transmission et ne pas aggraver l'épidémie. Les produits pathologiques pour ces virus de fièvre hémorragique, c'est le sang, c'est les urines, c'est le LCR s'il y a des signes d'appel neurologiques, mais c'est également le sperme et les sécrétions vaginales pour celles qui peuvent être transmises par voie génitale. Donc, pour le transport, je vous l'ai dit, ça nécessite des récipients de haute sécurité avec des emballages spéciaux, des transports strictement réglementés, l'heure de départ, l'heure d'arrivée, toutes les zones où ils sont passés sont répertoriées parce qu'on ne sait pas s'il peut y avoir un accident avec un échappement des produits, une libération de ces produits pathologiques. Et le personnel doit être expérimenté et informé des risques qu'ils peuvent encourir et être consentant. Donc, pour l'isolement des virus, les milieux de culture, malheureusement, c'est toujours les animaux qu'on utilise comme cobayes. C'est le singe, un cobaye X, le souriceau nouveau-né ou des cellules de singe. Donc, l'identification, l'isolement des virus, pour leur identification, ça va se faire soit par séroneutralisation ou par inhibition de l'hémagglutination. Le TDR est accessible pour certains. Donc, soit on va faire la RT-PCR pour détecter l'adénome viral, la technique ELISA qui permet de détecter les protéines du virus. ELISA ou séroneutralisation pour faire, ou l'immunoagglutination pour faire la détection des anticorps antiprotéines, voilà, ou carrément faire la détection du virion. Ici aussi, dans la majorité des cas, il n'y a pas de traitement viral ou antiviral accessible, uniquement pour, hormis pour les virus Lassa et Congo-Crimée. Donc, vous voyez, c'est comme pour les arboviraux, c'est essentiellement un traitement symptomatique qu'on fait avec des mesures de réanimation en fonction des complications qui apparaissent. Mais la ribavirine, quand même, est un traitement qu'on peut utiliser pour le virus Lassa et Congo-Crimée uniquement. Donc, la base du traitement, c'est comme je l'ai dit plus haut, essentiellement les mesures de prévention. Donc, isoler les malades, les cas contacts, donner des anticorps aux convalescents pour plus renforcer leur immunité, éviter le contact avec les produits pathologiques et mettre en quarantaine toutes les localités qui ont été concernées. Pour la vaccination, heureusement, le virus junin est accessible. Bon, on peut entraîner une immunité lorsqu'on utilise le vaccin contre le virus juvénile. Donc, en grand 2, on va avoir le virus Lassa. Donc, la fièvre Lassa, elle a été décrite en 1950 dans un village du sud du Nigeria qui s'appelle Lassa. Donc, finalement, on a donné le nom du village au virus. Le cas initial, malheureusement, c'est une sage-femme qui en est décédée. Et le deuxième cas, c'est une infirmière qui a été évacuée aux USA, là où le diagnostic a été fait. Donc, c'est en 1969 que le virus a été isolé à New York lors d'une épidémie qui a été responsable d'une infection nosocomiale, à partir de cette infirmière-là qui a été rapatriée, malheureusement. Donc, en nota bene, c'est la seule fièvre hémorragique, comme je l'ai dit plus haut, avec le Congo-Crimée, qui est accessible à un traitement antiviral qui est la ribavirine. Le réservoir de virus, c'est le rongeur. C'est le rat Mastomys natalensis qui vit à proximité des habitations. Lui, il ne fait pas la maladie, c'est le porteur sain. Il excrète le virus dans ses urines et ses excréments. Donc, la transmission se fait au sein de la communauté et ça peut se faire également en milieu médical, vu que c'est là-bas qu'on prend en charge les cas confirmés. Donc, le rongeur va transmettre la maladie et contaminer à l'homme sain qui va se contaminer soit par consommation de ces rongeurs, soit par le biais d'aliments ou d'articles ménagers qui ont été contaminés par les urines et les excréments de ce rongeur. Et ensuite, l'homme malade peut contaminer un autre homme sain par le biais du sang, des urines, des matières fécales, du sperme ou des sécrétions génitales et d'autres sécrétions organiques, ou
par une infection nosocomiale lorsqu'un matériel médical